Pouvez-vous imaginer vous réveiller un jour et découvrir que la personne en qui vous aviez le plus confiance vous a trahi de la manière la plus cruelle possible? Ceci est mon histoire, et ce que vous allez entendre changera à jamais votre façon de voir les relations. Bonjour, avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous me regardez. Écrivez dans les commentaires votre ville ou votre pays. Je suis très émue de savoir que cette histoire atteint tant d'endroits dans le monde. Et si ce contenu vous touche le cœur, abonnez-vous à la chaîne, car partager ces expériences peut aider d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Ce jour-là, j'ai rassemblé tout mon courage et je lui ai dit « Es-tu intéressé par ma sœur? Est-ce ce qui se passe chez nous? Parce que si c'est le cas, tu dois me le dire et résoudre cette situation une fois pour toutes. » J'ai rencontré cette personne par l'intermédiaire de sa famille. Je prenais des cours particuliers avec sa tante. Et c'est ainsi que nos chemins se sont croisés. À ce moment-là, je n'avais que 19 ans et lui 25. Il vivait à Lyon et moi dans un petit village des Alpes françaises. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais aucun intérêt à avoir un petit ami ou à me marier. J'étais très jeune et j'avais d'autres projets. Nous communiquions uniquement par lettres, car les technologies que nous avons aujourd'hui n'existaient pas. Parfois, j'arrivais à téléphoner, mais c'était des conversations de 3 minutes maximum, car c'était très coûteux. Je suis tombée éperdument amoureuse de lui, car il me traitait avec beaucoup de respect et d'affection. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait dans ses lettres remplies de promesses et de mots doux. Tout a commencé à changer quand j'ai déménagé à Lyon. J'essayais d'intégrer l'université en faisant une année préparatoire. À 18 ans, j'avais déjà terminé le lycée, car ma famille était toujours très traditionnelle en matière d'études et accordait une grande priorité à l'éducation. Comme ma famille avait cette mentalité de réussite, j'ai fini par travailler et étudier en même temps à Lyon. À cette époque, je cherchais un endroit à louer pour pouvoir vivre de manière indépendante. Sa mère a beaucoup insisté pour que je reste chez eux. Il vivait encore avec ses parents et j'ai accepté de rester là pendant 30 jours. Je ne voulais pas rester plus longtemps, car je voulais avoir ma propre vie et mon espace. Nous n'étions pas mariés, et cela me semblait le plus approprié. C'est là que j'ai commencé à remarquer qu'il y avait une problématique très étrange avec la relation qu'il entretenait avec sa mère. Ils avaient un lien qui pour moi était complètement anormal. C'était comme si elle était sa femme, et lui, son mari. Je me sentais très mal à l'aise avec cette dynamique familiale si étrange. Elle utilisait un ton très cruel avec moi. Je me souviens d'une situation très spécifique où elle m'a demandé d'aller chez son frère, car ils allaient y être ce soir-là pour un dîner de famille. Je ne me souviens plus exactement de quoi il s'agissait, mais elle m'a donné des directions complètement erronées et m'a mise dans le mauvais bus. J'ai fini perdue dans une zone super dangereuse, sans connaître personne, tard le soir, et complètement seule. Je crois que son mari, mon beau-père, s'est rendu compte qu'elle avait de mauvaises intentions à mon égard et lui a dit « Je vais la chercher ». C'est lui qui m'a trouvée, car le chauffeur de bus a eu pitié de moi. C'était déjà la fin de la ligne, dans un quartier qui ressemblait à une zone industrielle abandonnée, un endroit très étrange et laid, presque sans maison, comme sur une colline. Quand ils m'ont finalement trouvée et ramenée, j'étais très effrayée. Elle me donnait des noms très cruels, me faisait des commentaires indirects disant que j'étais comme une paysanne parce que je venais de la campagne et n'étais pas habituée aux immeubles ni à la vie citadine. Elle insinuait toujours qu'ils étaient meilleurs que moi en tout. Tout cela me semblait très étrange, car je viens d'une famille normale, avec accès aux choses, très bien éduquée. Je ne comprenais pas pourquoi elle me traitait d'une manière si méprisante et cruelle. Grâce à Dieu, j'ai pu déménager dans ma propre maison, ce qui était très bien, car c'était aussi près de mon travail. Jusqu'à ce moment-là, tout semblait aller bien. Un jour, j'étais au travail, c'était un samedi, et il m'a dit qu'il voulait me retrouver à la fin de la journée pour aller chez moi. Je lui ai dit que c'était bon et je l'ai attendu à la porte. Quand il est arrivé, il était complètement sale de boue et très ivre. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, qu'il y avait un problème grave. Il m'a dit que ce n'était rien de grave, qu'il buvait de la bière de temps en temps et que ce n'était pas quelque chose qui arrivait fréquemment. Mais il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas retourner chez ses parents car il ne savait pas qu'il buvait de cette façon. Généralement, il dormait chez quelqu'un quand cela arrivait. Il m'a demandé s'il pouvait dormir chez moi.
et j'ai dit que c'était bon. Il a fini par dormir chez moi cette nuit-là. Avec le temps, j'ai réalisé qu'il buvait beaucoup. Mais comme je travaillais beaucoup pour subvenir à mes besoins, il avait la maison de ses parents et moi, j'avais ma maison où je vivais en résidence étudiante. À cette époque, je luttais pour entrer à l'université et j'ai finalement été acceptée pour étudier le droit pendant 1 an et demi. Pendant cette période, il a obtenu son diplôme et a reçu une proposition pour aller vivre dans le sud de la France. Il a trouvé un emploi là-bas. Je ne suis pas allée vivre avec lui immédiatement. J'ai tout choisi avec soin. Nous étions déjà fiancés pour nous marier. Je lui ai dit clairement que je n'irais pas vivre avec lui si ce n'était pas pour nous marier, car je n'allais pas abandonner ma vie pour être à sa merci. Quand j'ai déménagé à Saint-Étienne, dans le sud de la France, il m'a dit « Caroline, pourquoi n'investis-tu pas à 100% dans la photographie? Va étudier dans ce domaine car c'est quelque chose que tu fais et qui te rend plus heureuse que d'étudier le droit. » À cette époque, j'ai arrêté d'étudier le droit. J'ai été acceptée dans une autre université pour étudier la publicité et la communication, dont j'ai obtenu mon diplôme. J'ai commencé à travailler avec la photographie de mode, le design graphique. J'ai commencé à étudier dans des écoles d'art et je me suis beaucoup impliquée dans cet environnement artistique. Lui, déjà diplômé et travaillant, nous avons commencé à construire notre vie ensemble. C'est à cette époque que tout a commencé à empirer terriblement, car il a commencé à boire de façon effrénée et je n'arrivais pas à contrôler cette situation. Cela a commencé à avoir un impact très négatif sur moi. Il a commencé à devenir très différent, très contrôlant. Mes cheveux devaient être de la couleur qu'il ordonnait. Si je changeais mes cheveux, il avait des problèmes avec ça. Mes vêtements devaient lui plaire. Il faisait des choses que jusqu'à aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi elles étaient ainsi. L'une des choses qui m'affectait le plus était la suivante. Nous vivions dans un appartement assez grand et j'ai l'habitude de rentrer à la maison et d'enlever mes chaussures, de les laisser là et de ne pas porter de chaussures à la maison ou de rester juste avec des chaussettes. C'est quelque chose de personnel, une question de propreté. Il cachait mes chaussures. Il cachait mes chaussures et il cachait mes vêtements. Quand je cherchais et que je demandais, il voulait que je croie que la maison était hantée, qu'il y avait de mauvaises choses, qu'il y avait des entités malveillantes. J'amenais des gens pour prier dans la maison parce que j'avais peur de dormir. J'ai commencé à avoir peur de ce qui était réel et de ce qui ne l'était pas. J'ai commencé à prendre beaucoup de poids, à devenir très anxieuse. Il y a eu une époque où ma mère a voyagé jusqu'à Saint-Étienne pour rester avec moi. Je lui disais « Maman, je mets les chaussures à l'entrée de la maison et quand je vais les chercher, elles disparaissent, elles ne sont plus là. » Il partait travailler et à cette époque, j'étudiais dans une autre ville, je faisais l'université dans une autre ville. Alors il rentrait du travail et moi, je partais à l'université. Nous étions dans cette course à la construction de la vie comme n'importe quel jeune couple. Chaque fois que je rentrais à la maison, il était très ivre ou il avait la tête dans les toilettes. Je devais le secourir de peur qu'il ne tombe dans un coma éthylique où notre maison était pleine de monde. Parfois, j'arrivais de l'université à 23h30 et il y avait un tas de gens ivres chez moi. C'était une horreur. Je n'avais pas de vie, pas d'intimité. À cette époque, je n'étais pas encore la cible directe de son agression. Il cachait mes affaires, cachait mes chaussures et me faisait croire qu'il y avait de mauvaises choses, des esprits maléfiques dans la maison. Il me faisait douter de moi-même. Rien n'était réel pour moi et cela me faisait énormément peur. Les choses ont atteint un point critique quand j'avais une amie très proche à cette époque. Nous faisions l'université ensemble et elle vivait dans une ville voisine. Elle est venue nous rendre visite et j'avais une chambre d'amis à la maison. Je lui ai dit de dormir là car le lendemain nous allions à l'université. Ce jour-là, je suis sortie avec lui, nous allions faire des courses. Nous avons eu une discussion et il était très agressif, très étrange. Il a commencé à beaucoup changer son comportement avec moi et je ne savais pas quoi faire. Il semblait qu'il n'était heureux que lorsqu'il était ivre. Quand il était sobre, il n'était pas normal. Nous sommes rentrés à la maison et nous avions une petite chienne à cette époque. Notre petite chienne a attrapé le sac poubelle et a éparpillé des ordures partout dans le salon. J'ai ramassé les ordures et j'ai dit « Oh, je vais nettoyer ça ». Nous étions déjà en train de nous disputer.
Il est allé à la cuisine. Je ne me souviens pas ce qu'il est allé faire, s'il est allé manger quelque chose. Je suis allée au salon et mon ami est allé dans la chambre. Pendant que je nettoyais le sol, j'ai entendu un bruit et un impact très fort. Il est venu et m'a donné un coup de poing dans le dos. C'était la première et unique fois qu'il me frappait physiquement. Il m'a donné un coup de poing dans le dos et j'ai eu peur. Je tenais le balai par terre, je l'ai regardé et je lui ai demandé « Pourquoi as-tu fait ça ?» Il a juré que cela ne s'était pas passé. Il voulait que je croie qu'il ne m'avait pas frappé, que c'était dans ma tête parce que j'étais folle. J'ai commencé à pleurer. Je parle de ça et je sens les larmes, cette larme chaude qui coule. Je suis entrée dans la chambre de mon amie et elle était déjà dans la chambre en train de pleurer. Je n'oublierai jamais ça. Je l'ai regardée et je lui ai dit « S'il te plaît, dis-moi qu'il m'a frappé parce qu'il dit que c'est un mensonge. » J'ai enlevé ma blouse et quand je l'ai enlevée, elle m'a regardée en pleurant et m'a dit « Il t'a donné un coup de poing, non seulement parce que je vois la marque de son poing au milieu de ton dos, mais parce que j'ai entendu le bruit du coup quand il t'a frappé. » Je lui ai dit que j'allais appeler la police, qu'il n'y avait plus moyen de sauver cette relation. Il m'a simplement dit de ne pas faire ça, qu'il allait changer. Nous sommes déjà entrés dans le cycle de la violence, dans la roue de la violence, qu'il allait changer, etc. J'ai commencé à penser, mon Dieu, qu'est-ce que ma famille va devenir? Quelle honte de raconter à mon père que j'ai été battue. Je n'ai jamais reçu de coup. Comment vais-je raconter à mon père que j'ai mis fin à mon mariage parce que mon mari m'a frappé? Comment vais-je raconter ça à ma mère? Comment vais-je regarder mes sœurs et parler de quelque chose comme ça? Je n'ai pas eu la force de partir. J'ai accepté cette situation. J'ai pensé que ça allait s'améliorer, que ça allait changer. J'ai commencé à aller à l'église, à demander à Dieu, à prier. Il buvait beaucoup, arrêtait, revenait, buvait de nouveau, revenait. Il y a eu une époque où il arrivait en retard au travail. Il y a eu des réductions de personnel dans son entreprise et évidemment, il a été l'un de ceux qui sont partis. À cette époque, ma famille l'a aidé à trouver un autre emploi, à se réinstaller dans une autre ville, ce qui était excellent. Mais la boisson est revenue. Il donnait aussi des cours dans une université et a été licencié. Je ne sais pas encore aujourd'hui ce qui s'est passé. Il a commencé à faire des commentaires comme « Ton corps est moche ». Il faisait de petits commentaires disant que mon corps n'était pas beau, que je devais perdre du poids. Je perdais du poids, mais il n'était pas content. De plus, il y avait les abus de sa mère, qui m'humiliait beaucoup avec des mots et des comportements. Cela me faisait beaucoup de mal. Je lui disais que je ne voulais plus retourner chez ses parents, mais il me disait « Ou tu viens ou tu restes seul, parce que je ne vais pas arrêter de rendre visite à mes parents. » Je lui disais « Vas-y seul. » Et il me répondait « Sans toi, je n'y vais pas, parce que tu es ma femme. Tu dois être avec moi. » Voilà comment était cette situation. J'étais humiliée par sa famille. Le père et la sœur cadette ne participaient pas à cela. Et certains oncles et tantes étaient très calmes et respectueux. Mais sa mère faisait des choses absurdes avec moi. Elle avait aussi ce comportement de prendre mes affaires et de les cacher. Je me souviens que j'avais un chapeau une fois et j'étais chez elle. Elle s'est approchée de moi et m'a dit « Quelqu'un est entré ici et l'a pris. Ne porte pas plainte, laisse tomber. Tu en achèteras un autre après. » Elle prenait mes affaires. Quand j'allais chez elle, je devais emporter ma valise avec un cadenas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire. Je crois qu'elle voulait me faire douter de ma santé mentale, me faire croire que j'étais folle. Je ne sais pas ce qu'il voulait accomplir avec ça. Je sais juste qu'il y a eu une époque où la situation est devenue très critique et je lui ai dit « Écoute, je n'y vais plus parce qu'elle me traite très mal. Elle ne me respecte pas en tant que ta femme. » Aussi incroyable que cela puisse paraître, quand j'ai commencé à m'éloigner d'eux, les gens venaient me voir et me disaient « Le jour où tu auras un enfant, ce petit sera si beau, mais ne dis pas à ta belle-mère que j'ai dit ça, parce qu'elle ne veut pas que tu tombes enceinte. Tu ne peux pas tomber enceinte sinon, elle va faire quelque chose. » Les gens me disaient ça. J'avais peur d'elle. Pour être ici aujourd'hui, après toutes ces années à en parler, il m'a fallu beaucoup de courage et de thérapie pour pouvoir arriver à cette interview. Ma sœur, j'ai une sœur qui à cette époque, je crois, avait 19 ans quand j'ai commencé à sortir avec lui. Elle avait 8 ans. Il a une sœur du même âge que la mienne.
Cette sœur à moi est venue passer des vacances. Il m'a dit « Écoute, tu es très seule. Nous vivons totalement isolés de nos familles. Je dois voyager de plus en plus. » Il y a eu une année où sur 365 jours, il a été 70 jours à la maison. Donc il ne restait pas à la maison. Il m'a dit qu'il serait beaucoup plus tranquille de savoir que quelqu'un était là avec moi et il voulait que ma sœur vive avec nous. Je n'ai vu aucun problème. Nous avions une situation financière confortable et elle est restée vivre avec nous. Il m'a dit « Tu n'as pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant, nous n'aurons pas d'enfant. » À cette époque, j'ai été diagnostiquée avec plusieurs problèmes de santé. Le médecin a dit qu'il serait presque impossible que je tombe enceinte. Il faudrait faire un long traitement. Alors j'ai accepté l'idée de ne pas être mère. Il m'a dit « Nous allons finir d'élever ta sœur. Nous allons lui donner tout ce que nous donnerions à un enfant. » J'ai trouvé ça beau, romantique, mignon. Nous avons aménagé une chambre pour elle. Elle faisait partie de notre famille. Nous allions à l'église, elle aussi. Nous étions tous protestants à cette époque. Il ne buvait plus, il allait à l'église, impliqué dans plusieurs choses de l'église. Moi aussi, ma sœur et moi, je travaillais. Je travaillais quand il était en déplacement et quand il rentrait à la maison. Je ne travaillais plus, car si je travaillais, cela allait créer des problèmes. Je ne voulais en aucun cas avoir de problèmes avec lui, car il avait sa façon de me punir. C'était le silence. Il passait des jours sans m'adresser la parole, pour que je comprenne que ce que j'avais fait était mal. C'était assourdissant. À cette époque, j'étais déjà assez mal, affaiblie par les abus, par sa façon de me traiter, très agressive à la maison. Il a commencé à avoir des comportements étranges. Il aimait quand j'avais un air effrayé. Il disait que plus j'avais un air effrayé par les choses qu'il me faisait, plus cela le stimulait. J'ai commencé à avoir de plus en plus peur de lui, même d'avoir de l'intimité avec lui. Je crois qu'avoir de l'intimité avec lui me faisait vraiment beaucoup de mal. C'est là que je crois que j'ai disparu. J'ai perdu la force. J'ai failli ne plus me lever du lit. Je n'allais pas bien. Je lui disais « Écoute, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien. Je veux avoir une carrière. » Et il répondait « Ma femme ne travaille pas. Ma femme vit de ce que je lui donne. » Il créait toujours des cibles pour moi. Quand il a repris le travail, il m'a demandé de fermer l'entreprise de repas sains. Il disait qu'un homme dans sa position ne pouvait pas avoir une femme qui vendait de la nourriture. Il avait beaucoup de préjugés sur beaucoup de choses. Je ne pouvais plus travailler. J'ai fermé mon entreprise avec beaucoup de douleur au cœur. J'ai dû la fermer. J'ai commencé à travailler aussi comme photographe. Alors parfois j'avais 1 ou 2 emplois parce qu'il était en déplacement. J'ai continué à photographier et l'entreprise où je travaillais comme photographe, malheureusement avec les crises en France, a fermé. Je crois que ce fut la cerise sur le gâteau pour la dépression, car à la maison, j'avais cette question des mauvais traitements et je n'arrivais pas à travailler. J'ai commencé à devenir de plus en plus affaiblie. Je pleurais beaucoup. La dépression est une maladie terrible. Un soir, il était en déplacement, je suis sortie dîner avec ma sœur. Quand j'avais des crises de panique, j'avais une réaction sur le visage, comme une éruption, quelque chose d'assez laid. Mon corps a commencé à avoir des taches et j'ai commencé à me sentir mal dans ce restaurant. Je suis arrivée chez ma mère et je lui ai dit « Écoute, je dois aller à l'hôpital tout de suite. » Je suis arrivée aux urgences en conduisant. Ma sœur ne conduisait pas à cette époque. Le médecin m'a regardée et m'a dit « Vous faites une crise de panique. » Il m'a donné le numéro de téléphone et l'adresse d'un psychiatre. J'y suis allée, j'ai pris rendez-vous avec ce médecin, j'ai commencé à prendre le médicament et j'ai commencé à aller mieux. J'ai commencé à être heureuse à nouveau, j'ai commencé à perdre du poids. Je suis retournée à la salle de sport. Je me rendais compte que toutes les fois que j'allais mieux, que je me sentais bien, que je sortais de cette paranoïa où il me faisait croire que notre maison était hantée, qu'il y avait quelqu'un qui cachait de mauvaises choses, une entité qui cachait mes chaussures, mes vêtements, mes produits. Je m'améliorais simplement et il s'irritait. Il semblait que plus j'étais malade, plus il était heureux. Je ne comprenais pas. Il a commencé à me traiter comme si j'étais invalide. À cette époque, par exemple, au moment de faire les courses au supermarché, il me disait « Reste à la maison, repose-toi, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. » Je pensais « Il prend soin de moi. » Il n'a jamais pris soin de moi de cette manière. Alors, du jour au lendemain,
J'ai eu le mari que j'ai toujours voulu, prenant soin de moi, allant au supermarché, me traitant de cette façon. J'ai dit, je suis en traitement pour la dépression, les choses s'améliorent. Je me rendais compte qu'il disait, ta sœur vient avec moi. Et il emmenait ma sœur, une fille beaucoup plus jeune que nous, qui a toujours eu une affection comme une fille pour nous, au-dessus de tout soupçon. Notre famille était heureuse, les choses s'amélioraient. Après quelques mois, je travaillais déjà à nouveau, j'ai commencé à travailler à mon compte quand il voyageait. J'ai remarqué qu'il a recommencé à être mal à l'aise. C'était comme s'il y avait des moments de bonheur et des moments de tristesse. Une tristesse où il devenait étrange et je ne comprenais pas ce que c'était. Je me souviens que c'était le Nouvel An et je lui ai dit « On va voyager, on va faire quelque chose ». Il m'a dit « Allons à la plage ». Je lui ai dit que c'était bon. Alors il m'a dit « On va emmener ta sœur ». Je lui ai dit que c'était bon. Elle était comme une fille pour nous. Je suis sortie avec eux, je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là. Il a dit qu'il avait apporté des repas de chez nous, des boissons, parce que nous étions dans une auberge qui était loin de la ville. Nous sommes allés à Cassis en voiture. J'ai bu ou mangé quelque chose de ce qu'il avait apporté et j'ai commencé à me sentir mal. Je me suis complètement évanouie. Quand je me suis réveillée, ni elle, ma sœur, ni lui n'étaient à l'auberge. Ils n'étaient pas là. Je ne sais pas où ils étaient. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais juste que beaucoup de temps s'est écoulé. Ils sont revenus en disant « Tu t'es endormi et nous sommes sortis ». Je leur ai dit « Je ne me suis pas endormi, je ne me suis pas endormi. J'ai simplement la certitude absolue que je me suis évanouie, qu'il y avait quelque chose d'anormal. » Tout était très confus dans ma tête, car chaque fois que je confrontais les choses étranges qui se passaient chez moi, il me disait que je devais retourner chez le psychiatre, que c'était de la dépression, que j'avais besoin de prendre des médicaments. Un jour, ma sœur, il est allé la chercher au travail et m'a dit « Non, j'y vais, toi tu restes, il est tard. » Elle sortait à 22 heures du travail. Je lui ai dit que c'était bon. Quand elle est rentrée à la maison, elle m'a regardée, s'est enfermée dans la chambre et a commencé à pleurer. Je lui ai dit « Je vais voir ce qui se passe. » Il m'a dit « Non, n'y va pas. Elle a eu une mauvaise journée au travail, laisse-la. » Je suis entrée dans la chambre avec lui. Je l'ai appelé pour avoir une conversation. Je l'ai regardé et j'ai eu du courage. Ce jour-là, j'ai eu du courage et je lui ai dit « Es-tu intéressé par ma sœur? Est-ce ce qui se passe chez nous? Parce que si c'est le cas, tu dois me le dire pour que nous résolvions cette situation. » Il m'a regardé et m'a dit « Tu es folle. Tu vois des choses là où il n'y en a pas. Tu hallucines. Je suis un homme de foi. Je suis l'autorité de cette maison. Comment oses-tu parler ainsi de moi? Moi qui prends la Sainte Seine avec toi, qui vais aux réunions d'hommes de l'Église. » Il a utilisé toute cette image d'homme de foi, d'homme qui allait à l'Église, d'homme de cause sociale, pour dire que j'étais folle. Je me suis sentie comme une ordure. J'ai eu honte vis-à-vis de ma sœur. J'ai eu honte d'avoir dit cela de mon mari, un homme bon qui prenait soin de moi. Quand je suis rentrée à la maison, ma sœur vivait toujours avec nous. Elle était en train de déménager dans sa propre maison. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je t'ai demandé de revenir ici parce que je voulais juste te regarder en face et te demander le divorce. » Je lui ai demandé « Comment ça ?» Il m'a répondu « Je veux le divorce. Je ne veux plus de toi parce que tu me dégoûtes. Tu es une femme horrible et je voulais juste te prouver que tu n'es rien sans moi. » Quand il m'a dit cela, je ne peux même pas décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai appelé ma psychologue et elle m'a dit « Caroline, tu dois comprendre qu'une personne comme lui, si elle te dit que tu es grosse, tu vas maigrir et le lendemain, elle te dira que ce sont tes cheveux qui ne vont pas. Alors tu vas les changer. Tu vas changer parce que le problème n'est pas en toi. Le problème est en lui. » À cette époque, j'en avais marre. Je n'en pouvais plus. Ma sœur a déménagé. Nous l'avons aidée à déménager dans son appartement. Ma mère est venue et je pleurais beaucoup. J'étais brisée. Je suis allée chez ma sœur. J'ai fini par dormir là-bas avec ma mère. Le lendemain, il m'a simplement dit « Mes parents arrivent chez nous et tu n'entres plus. » Tous mes vêtements, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais dans notre appartement était dans des sacs poubelles. Il a mis toutes mes affaires dans des sacs poubelles pour que je me sente humiliée. Mais avant cela, avant d'aller dormir chez ma sœur,
J'étais dans notre appartement et il m'a dit « Quand ta sœur partira, nous aurons une conversation. Nous devons parler. » Je lui ai dit que c'était bon. Je suis entrée dans notre chambre qui était une suite. J'allais prendre un bain. Quand je suis sortie de la chambre pour prendre de l'eau, il était debout dans la chambre de ma sœur, à regarder. Ses affaires n'étaient plus là. Il était très triste qu'elle ne soit plus à la maison. Il est venu vers moi et a commencé à me crier dessus. Je me suis enfuie en courant, je me suis enfermée dans la chambre, j'ai appelé ma psychologue, j'ai appelé une amie à moi et elles m'ont dit « Fais tes valises et quitte la maison, fuis d'ici ». Il avait cette chose de changer de personnalité. Il m'appelait Caroline quand c'était lui. Il changeait sa personnalité. Quand il voyait que je ne répondais pas, il disait « mon amour, je te parle ». Alors il arrivait à changer et cela était très confus pour moi, car je ne savais pas quoi faire dans une situation pareille. Je me demandais, va-t-il me frapper ou me tuer? Que va-t-il se passer? Vais-je mourir ici? Parce qu'il est devenu violent, agressif, il criait. Il arrêtait la voiture avec moi dans des rues désertes et criait avec les vitres fermées. Il disait les pires barbaries que je n'ai même pas le courage de prononcer à voix haute. Je me suis habillée, toutes mes affaires étaient dans l'appartement, valises et tout. J'ai réussi à m'enfuir en courant. Quand j'ai couru, j'avais la clé de la voiture sur le bord de la table et je l'ai attrapé. Il est venu derrière moi et j'ai ouvert la porte de l'appartement et je me suis enfuie en courant. Il n'est jamais venu derrière moi, par coïncidence, par la grâce de Dieu, car je ne sais pas ce qu'il m'aurait fait cette nuit-là. Ma voisine est sortie de l'appartement avec son mari pour descendre avec son chien. Je suis entrée presque sans souffle dans l'appartement et je leur ai dit, il me criait dessus, il m'a mise à la porte et je lui ai dit que je ne partirais pas. Il a commencé à crier, j'ai la clé de la voiture, je m'en vais. Ils ont essayé de me secourir, de m'accueillir. Ils ont discuté avec moi pour me calmer. Je suis montée dans la voiture et je suis allée chez ma sœur. J'essayais de le trouver pour qu'il signe les papiers du divorce. J'ai rencontré une autre personne, j'ai eu une relation, nous sommes devenus petits amis. J'ai fini par tomber enceinte de cette personne. J'ai eu une fille avec lui, mais je n'étais pas encore guérie pour me marier à nouveau, pour construire une famille. J'ai fini par devenir mère célibataire de ma fille au Portugal, dans un autre pays, complètement seule. À cette époque, je travaillais déjà comme traductrice dans les hôpitaux, dans les cliniques psychiatriques, travaillant également dans un autre domaine, et comme photographe, et aussi comme barista. Ensuite, je suis entrée, puis je suis devenue superviseuse d'un magasin, et ensuite, j'ai eu un congé maternité quand ma fille est née. J'ai travaillé mes 9 mois de grossesse sans arrêt. Et je suis très fière de ça, car je crois que ma fille a été un facteur important dans ce processus de guérison, dans ce processus de ne pas revenir en arrière. Ma fille m'a sauvé la vie. Nous étions déjà séparés depuis 2018. Il n'acceptait pas de signer le divorce. Toutes les fois que l'avocate allait finaliser le divorce, il allait et faisait un scandale au cabinet d'avocats. Chaque fois, c'était un enfer. Je n'ai jamais compris pourquoi il ne voulait pas divorcer de moi. Sincèrement, tout a été révélé plus tard, pendant la pandémie. Voyez combien d'années pour que tout éclate au grand jour. Un jour, il m'a appelé. Je lui ai dit « Écoute, je suis enceinte. Je veux le divorce. Je ne veux rien avoir avec toi. » Il a commencé à dire aux gens que j'avais en réalité commis une trahison. Il a commencé à me diffamer. Il m'a menacé. Il m'a dit que quand j'irais en France avec ma fille et qu'elle serait dans la poussette, de regarder des 2 côtés de la rue avant de traverser. Je n'ai jamais oublié ça. Et c'est pourquoi j'avais très peur d'aller en France avec ma fille. Il appelait et ma tension montait. J'allais à l'hôpital parce qu'il me disait que j'étais une personne que personne ne voulait, que je n'avais aucune capacité d'être mère, que je n'avais pas la capacité d'être mère, que je n'avais pas à inventer cette grossesse, que je devais me débarrasser du bébé. Il voulait que je me débarrasse de ma fille à tout prix. Je lui disais, si je me fais avorter ici, qu'est-ce que je vais devenir? Y as-tu déjà pensé? Il me disait, si tu meurs, je prends ton corps. Tu laisses de l'argent sur le compte bancaire que tu as, auquel ta sœur a accès. J'y vais, je prends ton corps, je le ramène en France, je le donne à ta famille. Ne t'inquiète pas. Il parlait comme si je n'étais pas un être humain pour lui. Il se référait à moi comme si j'étais un rien.
C'est ce qu'il disait quand il m'a appelé pour me faire écrire une lettre au cas où il me tuerait, me disant tout ce que je devais écrire dans la lettre. Là, il est devenu très clair pour moi quelles étaient ses intentions. Très clair. Je sais juste qu'à cette époque, j'étais avec le père de ma fille. Et le père de ma fille s'est interposé dans cette situation. Il lui a envoyé un message et il a arrêté. Quand le père de ma fille est intervenu, il a arrêté, a signé le divorce, et ce fut le jour le plus heureux de ma vie quand il a signé le divorce. Pendant la pandémie, ma sœur cadette qui vivait encore à Saint-Étienne est devenue très étrange. Je l'appelais et elle ne répondait pas. Je lui envoyais des vidéos de ma fille et elle ne les regardait pas. Je l'appelais et elle me disait « Ah, ton ex est ici à la maison ». Je lui demandais « Mais pourquoi est-il chez toi ?» Elle me répondait « J'ai une dette envers lui. Tu sais qu'il est comme un père pour moi. Je ne cesserai jamais de lui parler, Caroline, peu importe ce qu'il t'a fait. » Cela a commencé à devenir très suspect. J'appelais ma mère. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Ma mère me disait « Ma fille, pour ce que j'en sais, elle travaille beaucoup. Je pense même aller lui rendre visite car elle travaille trop pendant la pandémie. La situation financière de nombreux Français s'est aggravée. » Ma sœur du milieu me disait toujours « Caroline, dans cette histoire, il y a quelque chose d'étrange. Quelque chose se passe. » Je disais à ma mère « Tu es folle s'il te plaît, c'est ma fille. Qu'est-ce que c'est ça? Tu es méchante avec elle. » Et je la protégeais. Un beau jour, j'ai appelé mon père et je lui ai dit « Papa, je crois que soit ils ont eu une liaison et ça a causé mon divorce, soit ils sont ensemble. » J'ai lancé cette bombe, j'ai jeté cette idée. Mon père, furieux, a fini par appeler ma sœur et lui a mis une pression énorme. Elle n'a pas supporté la pression. Le lendemain, elle a appelé une de nos tantes et lui a dit « J'ai une liaison avec l'ex-mari de Caroline depuis tout ce temps, et c'est tout. » Ma tante lui a dit « Tu vas devoir choisir, ou ta famille, ou lui. » Elle a répondu « Je le choisis lui. » Et c'était tout. Ils vivent ensemble. En réalité, tout ce qu'il a fait était avec son accord, avec sa complicité. Il y a d'autres choses qu'elle l'a aidé à faire et qui auraient pu très mal tourner pour moi. Mais grâce à Dieu, j'ai réussi à inverser la situation. Je n'en parlerai même pas ici car c'est assez compliqué. Ils vivent ensemble. Tout était un plan monté par les deux depuis le début. Elle était derrière, ayant une liaison avec lui tout le temps pendant que j'étais malade au lit, en train d'essayer de me rétablir. Ma psychologue à cette époque s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose. L'avocate s'en est rendu compte. Et ma psychologue m'a dit que la raison pour laquelle il ne voulait pas me donner le divorce était qu'il planifiait la dernière attaque. La dernière attaque fut le fait qu'il ne voulait pas me donner le divorce et il me l'a donné alors que j'étais déjà enceinte, à un stade avancé de ma grossesse. J'ai dû donner la moitié de la garde de ma fille à son père. Il n'a pas laissé ma fille quitter le pays. On m'a interdit de quitter le pays avec ma fille parce qu'en France, si votre divorce a moins de 10 mois et que vous avez une relation, vous finissez par tomber enceinte d'une personne, même si c'est dans un autre pays. Soit vous faites un test ADN, soit vous donnez 50% de la garde au géniteur. Comme le père de ma fille a dit qu'il ne ferait jamais de test ADN parce que ma fille lui ressemblait, il n'avait pas besoin, il savait que nous étions ensemble. Parce que mon ex-mari vivait dans un autre pays, j'ai donné la moitié de la garde de ma fille. Quand nous avons rompu, il m'a dit « Je ne te laisserai plus jamais aller en France voir ta famille. » Le pire de cette histoire est que ma sœur qui vit avec mon ex-mari, nous sommes nés le même jour. C'est très morbide si je puis utiliser ce mot, parce que s'il était resté avec ma sœur qui vit en Europe, j'aurais compris. Nous sommes différentes, mais il est resté avec un clone de moi, une personne qui est née le même jour que moi, une personne qui parle comme moi, qui a la même voix, le même rire. Tout cela est très morbide. Quand tout a éclaté, je l'appelais et elle ne répondait pas. Alors je l'ai appelé, il a répondu. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit « Tu n'as pas voulu mener la grossesse à terme. Tu n'as pas voulu continuer ta grossesse. Alors maintenant, je vais rester avec ta sœur. » En 2023, j'ai rencontré une personne et l'année dernière, nous nous sommes mariés. Aujourd'hui, le fait de venir ici pour donner cette interview est le fait qu'il m'a donné cette force. Il sait tout ce que j'ai traversé. Il m'a apporté un soutien à 100%. C'est une personne totalement différente. Il comprend ma lutte pour aider tant de femmes. Il m'a dit
Tu dois parler car cette interview pour moi aujourd'hui n'est pas pour que tu sois ici comme une victime. Cette interview pour moi est pour que tu sois ici comme une femme qui a réussi à sortir de cette situation, qui a été trahie de la pire façon qu'une personne puisse être trahie et qui a réussi à recommencer. J'ai réussi à me relever et aujourd'hui j'utilise ma voix, ce que j'ai appris, pour aider d'autres personnes. Une des choses que j'ai apprises est qu'une personne ne te fera ce que mon ex-mari a fait que si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas la force que tu as, si tu arrêtes de prendre soin de toi, de ton indépendance financière, d'étudier, de poursuivre ta carrière. Mets-toi en premier pour que, lorsque tu traverseras une situation égale à la mienne, tu réussisses à te relever et à partir. Parce que c'est très difficile. Ce furent des années de thérapie. Ce furent 16 ans de ma vie dans cette situation sans réussir à en sortir, avec honte, me sentant humiliée, inférieure. Grâce à Dieu, aujourd'hui je réussis à regarder et à dire « Je ne suis plus là, cette femme n'existe plus ». Hier j'avais une conversation avec mon mari et je lui ai dit que cette interview aurait lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 1 an que nous nous sommes réinstallés, nous avons déménagé du Portugal vers la Norvège. Aujourd'hui est une grande victoire. Aujourd'hui est un jour très important pour nous, car nous sommes maintenant totalement établis ici. Je suis très heureuse de ne pas avoir ces personnes près de moi, de ne plus avoir à traverser ça, d'avoir ces personnes loin de moi. Mon mari est arrivé, il a dit qu'il allait chercher ma fille à l'école. Voici mon mari et nous avons ensemble 5 enfants, 2 adolescents, 3 enfants. Nous avons une énorme famille aujourd'hui. Quand je regarde en arrière et que je vois tout le chemin que j'ai parcouru, je me rends compte que chaque expérience douloureuse m'a appris quelque chose de précieux sur moi-même et sur la vie. Ce ne fut pas facile d'arriver jusqu'ici et pendant longtemps, j'ai pensé que je ne pourrais jamais m'en remettre. La manipulation psychologique est quelque chose de terrible parce qu'elle vous fait douter de votre propre réalité. Il m'a fait croire que j'étais folle, que les choses que je voyais n'étaient pas réelles, que mes perceptions étaient fausses. C'est l'une des formes d'abus les plus cruelles car elle attaque directement votre estime de soi et votre confiance en vous. Pendant des années, je me suis demandé si j'étais vraiment folle, si les choses dont je me souvenais s'étaient les produites ou si je les avais imaginées. Il était très habile à cacher mes affaires et à me faire croire qu'il y avait des entités maléfiques dans la maison. Il me faisait sentir comme si je perdais la raison. Le fait que ma propre sœur ait été impliquée depuis le début rend toute cette situation encore plus douloureuse. La personne en qui j'avais le plus confiance, la personne que je considérais comme une fille, complotait contre moi tout le temps. C'est une trahison qui va au-delà de ce que quiconque devrait vivre. Mais ce que j'ai appris, c'est que les personnes qui nous trahissent de cette manière n'ont pas la capacité d'aimer réellement. Elles voient mal les autres personnes comme des objets qu'elles peuvent utiliser pour leurs propres fins. Mon ex-mari ne m'a jamais aimé. Ce qu'il voulait, c'était le contrôle, le pouvoir, la domination sur moi. Ma sœur, quant à elle, a probablement été manipulée très jeune. Il l'a séduite alors qu'elle était pratiquement une enfant, profitant de sa vulnérabilité et de la confiance que j'avais en lui. Cela ne justifie pas ce qu'elle a fait, mais cela m'aide à comprendre la dynamique de ce qui s'est passé. L'une des choses les plus difficiles à accepter fut que ma famille a mis si longtemps à me croire. Quand j'essayais d'expliquer les choses étranges qui se passaient chez moi, tout le monde pensait que c'était de la paranoïa ou de la dépression. C'est très frustrant quand les personnes les plus proches de vous ne valident pas votre expérience. Mais maintenant, je comprends que l'abus psychologique est très subtil et difficile à détecter de l'extérieur. Les abuseurs sont très doués pour présenter une image publique complètement différente de ce qu'ils sont en privé. Il était perçu comme un homme de foi, un homme bon, travailleur, responsable. Personne ne pouvait imaginer ce qu'il me faisait à la maison. Le processus de guérison a été long et douloureux. J'ai dû réapprendre à faire confiance à mes propres perceptions. J'ai dû apprendre à me valoriser, à croire que je méritais d'être traitée avec respect et amour. J'ai dû reconstruire mon estime de soi à partir de zéro. La thérapie a été fondamentale dans ce processus. Ma psychologue m'a aidé à comprendre que je n'étais pas folle, que ce que j'avais vécu était réel, que ce n'était pas ma faute. Elle m'a aidé à identifier les schémas d'abus et à développer des stratégies pour me protéger.
Ma fille a aussi été une grande motivation pour m'en sortir. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai réalisé que je devais être forte non seulement pour moi, mais pour elle. Je ne pouvais pas permettre qu'elle grandisse dans un environnement toxique ou qu'elle apprenne que ce type de relation était normal. Être mère célibataire dans un autre pays n'a pas été facile, mais cela m'a donné l'indépendance dont j'avais besoin. J'ai dû apprendre à ne dépendre que de moi-même, à prendre mes propres décisions, à construire ma propre vie. Ce fut terrifiant, mais aussi libérateur. Trouver l'amour véritable après tout ce que j'ai traversé semblait impossible. J'avais très peur de faire de nouveau confiance à quelqu'un, de redevenir vulnérable. Mais mon mari actuel m'a prouvé que l'amour réel existe, qu'il est possible d'avoir une relation basée sur le respect mutuel, la confiance et le soutien. Il n'a jamais essayé de me contrôler ou de me changer. Il m'a acceptée telle que je suis, avec toute mon histoire, avec tous mes traumatismes et mes peurs. Il m'a donné l'espace et le temps dont j'avais besoin pour guérir. Il m'a soutenue dans ma décision de raconter mon histoire publiquement. Avoir une grande famille heureuse maintenant ressemble à un miracle. Pendant de nombreuses années, j'ai pensé que je ne pourrais jamais avoir d'enfants, que je n'aurais jamais une famille normale. Voir tous nos enfants grandir dans un environnement d'amour et de sécurité me remplit de gratitude tous les jours. Une des choses les plus importantes que je veux transmettre, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Peu importe à quel point votre situation semble sombre, peu importe à quel point vous vous sentez perdu, il est toujours possible de s'en sortir. Mais vous avez besoin d'aide. Vous ne pouvez pas le faire seul. Si vous êtes dans une situation d'abus, cherchez de l'aide professionnelle. Parlez à un psychologue, à un travailleur social, à quelqu'un formé pour reconnaître et traiter ces cas. N'essayez pas de gérer la situation par vous-même. Il est également essentiel de maintenir votre indépendance financière. L'une des erreurs que j'ai commises a été de dépendre financièrement de lui. Cela m'a rendu beaucoup plus difficile de partir quand les choses ont très mal tourné. Ayez toujours votre propre argent, votre propre carrière, votre propre façon de subvenir à vos besoins. N'ignorez pas les signaux d'alarme. Si quelqu'un essaie de vous isoler de votre famille et de vos amis, s'il essaie de contrôler ce que vous faites, comment vous vous habillez, où vous allez, s'il vous fait sentir comme si vous marchiez sur des œufs tout le temps, ce sont des signes que quelque chose ne va pas. L'abus n'est pas toujours physique. L'abus émotionnel et psychologique peut être tout aussi dévastateur. Et parfois, il est plus difficile à reconnaître car il ne laisse pas de marques visibles. Mais les cicatrices émotionnelles peuvent durer beaucoup plus longtemps que les physiques. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Ne permettez à personne de vous faire douter de votre propre perception de la réalité. Vous connaissez votre propre expérience mieux que quiconque. Pardonnez-vous les décisions que vous avez prises lorsque vous étiez dans cette situation. Il est facile de se juger après, de se demander pourquoi on n'est pas parti plus tôt, pourquoi on n'a pas vu les signes. Mais lorsque vous êtes au milieu de l'abus, votre capacité à penser clairement est compromise. Le pardon ne signifie pas oublier ou justifier ce qui vous a été fait. Cela signifie libérer la colère et le ressentiment qui vous font du mal. Vous pouvez pardonner et pourtant maintenir des limites fermes et pourtant vous protéger de futurs dommages. Aujourd'hui, je partage mon histoire, non pas pour que l'on ait pitié de moi, mais pour que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules, pour qu'elles sachent qu'il est possible de survivre, qu'il est possible de guérir, qu'il est possible de retrouver le bonheur. Ma vie est maintenant complètement différente. J'ai une relation basée sur l'amour et le respect mutuel. J'ai une carrière qui me passionne. J'ai une famille magnifique. J'ai ma propre voix et je l'utilise pour aider d'autres personnes. Ne laissez personne vous faire sentir moins que ce que vous êtes. Vous êtes précieuse, vous êtes forte, vous êtes capable de bien plus que ce que vous imaginez. Vous méritez d'être aimée, respectée, valorisée. N'acceptez jamais moins que ce que vous méritez. La vie peut être belle, même après le traumatisme le plus dévastateur. Vous pouvez reconstruire, vous pouvez guérir, vous pouvez aimer à nouveau et être aimé. Mais vous devez faire le premier pas. Vous devez demander de l'aide. Vous devez croire que vous méritez mieux. Si mon histoire peut aider une seule personne à reconnaître qu'elle est dans une situation abusive,
et à trouver la force de s'en sortir, alors tout ce que j'ai traversé en aura valu la peine. Si cette histoire vous a touché le cœur et que vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ensemble, nous pouvons créer une communauté où ces histoires ne sont pas seulement racontées, mais où elles font réellement la différence dans la vie d'autres personnes. Votre soutien signifie le monde pour moi.